L'énergétique traditionnelle chinoise et l'acupuncture sont des méthodes thérapeutiques qui proposent pour soigner et guérir la stimulation de points cutanés spécifiques. Cette stimulation de points cutanés spécifiques obéit à un certain nombre de règles qui exigent la connaissance préalable de deux mots-clés qui sont les mots énergie et les mots méridien. Nous pourrions les comprendre de la façon suivante. Tout organisme, du fait qu'il est vivant, est le siège d'activité métabolique et reçoit de l'énergie, en fabrique, en assimile et la distribue de façon harmonieuse dans l'ensemble de l'organisme. L'homéostasie de l'individu, c'est-à-dire ce qui lui permet de rester en équilibre, est fonction de la distribution correcte de cette énergie fabriquée de façon régulière par un organisme en bon état. La seule originalité des Chinois a été de dire qu'une partie de cette énergie était envoyée par les organes et les viscères profonds en surface dans des chenaux pairs, symétriques, à des heures bien précises, et que cette énergie circulait dans des canaux dont le trajet petit à petit a été bien mis au point par les Chinois et qui correspondent aux méridiens. Les canaux sont des méridiens, et la circulation harmonieuse de cette énergie en surface protège l'ensemble du corps dans la mesure où cette circulation constitue une carapace de défense, premier obstacle auquel se heurte tout stress externe, porteur de ce que les Chinois appellent d'une énergie perverse et qui viendrait essayer de bouleverser l'homéostasie naturelle de l'individu. Savoir, connaître le trajet des méridiens, l'horaire de fonctionnement, de passage de cette énergie, savoir que sur ces méridiens, il y a des points d'acupuncture qui sont des chenaux, des vannes, qui sont des vannes de régulation de cette énergie, suffit à la plupart des acupuncteurs traditionnels pour pouvoir, après un interrogatoire qui tient compte de la nature des symptômes, organiser un traitement et mettre en route un programme de travail. Parce que l'individu vit dans son milieu et qu'il est donc actif le jour, il dort la nuit, un peu plus stimulé en été, plus calme en hiver, son organisme reflète cette dualité sous la forme suivante. Les Chinois ont créé pour le désigner deux termes. Le terme yang qui veut dire excès, qui veut dire stimulation, et le terme yin qui veut dire repos ou au contraire insuffisance. Notre organisme, comme le monde dans lequel nous vivons, reflète de temps en temps des excès et de temps en temps des insuffisances. Ceci est surtout un moyen mnémotechnique qui permet à de savoir que nous avons donc en nous des parties qui sont yang et des parties qui sont yin. Sont yang toutes les parties qui sont, si on étudie l'individu en position fœtale dans le ventre de sa mère, les parties qui sont exposées au coup qui viendrait de l'extérieur. Par conséquent, c'est la tête, le dos, la partie postérieure des membres supérieurs et des membres inférieurs. Sont yin les parties protégées, c'est-à-dire celles qui sont intériorisées, à savoir la partie antérieure du thorax, de l'abdomen, et les parties antérieures des mains, des membres supérieurs donc, et des membres inférieurs. C'est sur les parties yang que cheminent les méridiens yang, c'est sur les parties yin que cheminent les méridiens yin. Mais il ne suffit pas de savoir simplement ces détails de yang et de yin. Cette notion de dualité permet également d'interpréter la symptomatologie qui nous est présentée par nos patients, à savoir qu'il y a des symptômes yang, il y a des symptômes yin. L'interrogatoire nous permet d'en prendre connaissance et d'adapter la nature du geste thérapeutique
à ce qui nous a été dit et ce qui nous a été confirmé ensuite par un examen bien fait. Sont considérés comme yang l'insomnie, l'agitation, une hyperesthésie, des crampes, une céphalée intense, des douleurs lancinantes, des migraines aiguës, une hypertension, une hypersensibilité en général, sont considérés comme yin, une fatigabilité, une somnolence, de l'apathie, de l'atonie, de la pâleur, des sueurs froides faciles, etc. Les Chinois nous apprennent qu'il existe 3 sortes d'énergie qui méritent quelques mots d'explication. L'énergie la plus importante, celle qui nous permet d'accomplir, pourquoi dirais-je pas, d'accomplir notre destin, c'est l'énergie ancestrale. Cette énergie ancestrale, appelée également énergie chromosomique, est le potentiel énergétique qui nous a été donné à la naissance par nos parents et qui fait que, si on en croit la tradition chinoise, dès notre naissance, nous sommes programmés et notre mort est prévue à un moment donné. Cette énergie ancestrale, on pourrait l'imaginer, et c'est ce que la tradition chinoise nous raconte, enfermée dans une boîte qui se trouve dans le pelvis. Et cette énergie ancestrale, dès que nous sommes dans un état de faiblesse, dès que nous sommes dans un état de demande, permet, si l'acupuncteur sait la récupérer de façon convenable, permet de redonner du tonus et de redonner une vitalité à l'individu qui s'effondre. Nous avons donc une sorte de sac plein d'énergie ancestrale qu'il faut connaître et dont je montrerai tout à l'heure le point clé, c'est-à-dire le point d'aspiration de cette énergie dans les cas difficiles. Première énergie. Deuxième énergie, une énergie tout à fait particulière qu'on pourrait appeler une énergie immunitaire ou une énergie OE, W-E-I, dans la transcription chinoise, qui est une sorte de petite énergie superficielle qui est un petit peu la première petite barrière rencontrée par exemple, le soleil qui nous frappe, le froid qui nous atteint, la sécheresse dans laquelle on baigne. Cette énergie OE est une énergie qui circule en avant des canaux dont nous avons parlé, c'est-à-dire en avant des méridiens, et a avec ces méridiens une sorte de contiguïté, de fourniture réciproque de renseignements. Ça, c'est la deuxième énergie. Et la troisième, la plus importante, c'est celle qui circule dans les canaux, qu'on appelle l'énergie nourricière. Et cette circulation n'est pas anodine, elle est très précise, et nous allons la voir maintenant sur des tableaux qui vont être présentés. La tradition chinoise nous apprend qu'il existe 12 méridiens pairs et symétriques, 6 méridiens yin et 6 méridiens yang. L'énergie nourricière pénètre dans le méridien poumon à 3 heures du matin, et ce méridien poumon est un méridien yin, centrifuge, que je vous dessine avec mon stylet et qui va de la face antérieure du thorax jusqu'au pouce. Il est 5 heures du matin quand l'énergie venant du méridien du poumon a traversé le méridien poumon, est arrivé au bout de son dernier point, et le relais se fait, l'énergie du méridien poumon passe dans le méridien gros intestin, qui est un méridien yang, centripète, et qui va aller de l'index, en suivant la face, la partie externe de la main, de l'avant-bras, du bras, pour se terminer au 20e point. Il y a 20 points pour le méridien gros intestin, pour se terminer à côté des fosses nasales, au point que je vous montre. Il est alors 7 heures du matin, et à 7 heures du matin, l'énergie du gros intestin va pénétrer dans le méridien estomac qui est fait, qui commence au niveau de la face, qui est centrifuge, et qui est fait au niveau de la face de 2 branches qui vont se rejoindre et que je vous montre.
la première branche naît juste au-dessous de la paupière inférieure dans sa partie moyenne. Elle descend le long de la face antérieure du visage et elle est rejointe par une branche postérieure qui naît, elle, au niveau de la tempe et vient rejoindre donc cette branche à la partie moyenne du maxillaire inférieur pour descendre ensuite, après avoir fait un crochet, le long de la face antérieure du thorax, passant par le mamelon, et puis passant par la face antérieure de l'abdomen, la partie antéro-externe du membre inférieur, et se terminer au niveau du deuxième orteil. Il est alors 9 h du matin. À 9 h du matin, l'énergie sort du méridien estomac, passe dans le méridien rate, et le méridien rate, c'est au niveau du gros orteil, et ce méridien rate va monter le long de la face antérieure de la jambe, et se terminer, après être passé sur la face antérieure de l'abdomen, dans sa partie externe, se terminer après un crochet au niveau de l'aisselle, au niveau du sixième espace intercostal. Alors vous le voyez en symétrique de l'autre côté, regardez-le, voilà, se terminer au niveau du sixième espace intercostal par le point 21e rate, méridien très important en gynécologie, parce que son trajet est au-dessus de la veine saphène interne et que toute stimulation de ce méridien entraîne automatiquement une réaction loco-régionale qui est une réaction sur la circulation périphérique. De retour, nous verrons tout à l'heure l'intérêt qu'il peut présenter en gynécologie. Le méridien rate est suivi à 11 h par le méridien cœur. Ce méridien cœur que nous allons retrouver sur un autre schéma naît dans la région de l'aisselle. Il est centrifuge, c'est un méridien in, et il passe de la région de l'aisselle et se termine au niveau du 5e doigt dans sa partie externe, comme je vous le montre ici. Je vous rappelle que toute description de méridien sur le membre supérieur se fait avec le pouce en dehors, donc nous sommes dans la partie externe. Il est maintenant 13 h, l'énergie du méridien cœur passe dans un méridien yang qui s'appelle le méridien de l'intestin grêle, que nous allons retrouver sur un autre schéma. Voilà, le méridien intestin grêle, il est maintenant 13 h. Ce méridien est un méridien centripète. Nous partons du 5e doigt et nous suivons un trajet ascendant sur la partie postéro-interne du membre supérieur. Il passe au-dessus de l'omoplate et vient se terminer, après être passé sur le cou, et vient se terminer au niveau de la face. Nous changeons de schéma, au niveau de la face, sur un point qui s'appelle le 19e point du méridien intestin grêle. Regardez ce trajet. Vous pouvez donc en conclure déjà que toutes les fois que vous prendrez l'initiative de traiter par exemple les rides d'un individu par des points d'acupuncture, ce qui est maintenant de pratique courante, vous serez amené à utiliser des points d'acupuncture du gros intestin, du méridien estomac et du méridien intestin grêle, avec des résultats qui à la longue sont assez satisfaisants. Le méridien intestin grêle est suivi par le méridien vessie. Il est alors 15 h. Le méridien vessie naît à l'angle interne de l'œil et monte de bas en haut
et va parcourir d'avant en arrière la calotte crânienne, un peu en dehors de la ligne médiane. Nous changeons de schéma maintenant pour que je puisse vous le faire suivre. Donc, va parcourir la calotte crânienne, le voilà, et se diviser juste à la racine des cheveux en deux branches, une branche interne que je vous montre et une branche externe. Nous insistons beaucoup sur l'intérêt des points qui se trouvent sur la branche interne, chacun de ces points pouvant directement commander le fonctionnement profond d'un organe auquel il correspond, parce que nous apprend la tradition, cette branche interne se trouve en projection juste au-dessus de la série des ganglions sympathiques paravertébraux. Ce méridien vessie, donc divisé en deux branches, centrifuge, comme vous le voyez, passe également par les trous sacrés. Vous imaginez donc qu'il peut avoir une action dans tous les problèmes gynécologiques relatifs au petit bassin, c'est-à-dire les douleurs pelviennes, les problèmes de frigidité et d'impuissance, par une action directe au niveau des trous sacrés que vous voyez là, qui mettent en route un certain nombre de circuits énergétiques intéressants. Au niveau du creux poplité, ces deux branches du méridien vessie se rejoignent. Nous sommes au niveau du 40e point du méridien vessie, et ce méridien va se terminer au bout du 5e orteil, par un point qui est le 67e vessie. Le méridien vessie que nous venons d'étudier est le plus long de l'ensemble des méridiens décrits. Le méridien vessie est suivi ensuite par le méridien rein. Le méridien rein naît au niveau de l'orteil dans sa partie interne, et vous le voyez ascensionner et tourner autour de la cheville. Je vais changer de schéma pour pouvoir vous le montrer d'une façon plus claire. Vous le voyez tourner autour de la cheville. C'est un méridien centripète, c'est-à-dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur du corps. Ce méridien rein chemine sur la face interne de la jambe, du membre inférieur, et ensuite sur la face antérieure de l'abdomen, très près de la ligne médiane. Nous allons peut-être changer de schéma pour que je puisse mieux vous le montrer. Le voilà ici, le voilà ascensionnant tranquillement dans son trajet pour venir se terminer juste au-dessous de la clavicule. C'est à un point qui est le 27e point du méridien rein. Le méridien rein est suivi par le méridien maître du cœur. Ce méridien maître du cœur, nous allons le voir ici, naît sur la face antérieure du thorax, un petit peu en dehors du mamelon, et vous le voyez. C'est un méridien in, nous l'avons dit. Vous le voyez cheminer de cette région-là et descendre sur la partie moyenne du membre supérieur et se terminer au niveau du majeur. Ce méridien maître du cœur, il est à ce moment-là, tout à l'heure il était 19h, il est au moment où l'énergie a fini sa circulation dans ce chenal, il est 21h. Ce méridien maître du cœur va être suivi par le méridien triple foyer, qui lui est un méridien yang. Nous allons changer de schéma. Ce méridien triple foyer naît au niveau du 4e doigt, il est centripète, c'est-à-dire il est yang, nous l'avons dit, et nous voyons son trajet ascendant entre 21h et 23h, et ce méridien triple foyer tourne à la face postérieure de l'oreille, autour de l'oreille,
Alors, vous le voyez tourner ici. Nous allons vers un autre schéma pour vérifier cette rotation. Voilà l'autre schéma où le méridien triple foyer tourne et il vient se terminer à la partie externe du sourcil au niveau du 23e triple foyer. Le méridien triple foyer que vous voyez ici est suivi, il est alors 23 heures, il est suivi par le méridien vésicule-biliaire. Le méridien vésicule-biliaire est un méridien yang, il est centrifuge, c'est-à-dire qu'il part du centre pour aller vers la périphérie. Ce méridien vésicule-biliaire naît à l'angle externe de l'œil et a un trajet extrêmement complexe au niveau du cerveau, puisqu'il mime, je suis en train de vous le suivre, puisqu'il mime les lobulations cérébrales d'une façon presque caricaturale. Nous pouvons donc imaginer que toute action sur le méridien vésicule-biliaire a une action en profondeur et qu'il devrait intervenir, ce qui se vérifie par la pratique, dans les migraines, dans les troubles de la mémoire, dans un certain nombre, dans les troubles du sommeil, dans les troubles de l'attention. Et vous allez voir dans un instant, suivant son trajet, beaucoup aussi dans tous les troubles de fonctionnement métabolique, parce que non seulement il occupe le cerveau, mais c'est un méridien qui est également très long. Vous voyez son trajet centrifuge, je suis en train de suivre. Il passe dans la région qui lui correspond, c'est-à-dire la vésicule biliaire et le foie, et descend ensuite et traverse d'une façon assez particulière ce que les femmes ont, c'est-à-dire les placards de cellulite. Les acupuncteurs en ont tiré comme conclusion que toute cellulite exagérée est directement en relation avec une perturbation du méridien vésicule-biliaire et que, de ce fait, un traitement naturel sur les points du méridien vésicule-biliaire peuvent intervenir sur la cellulite en plus de toutes les autres techniques existantes. Méridien vésicule-biliaire se termine au niveau du 4e orteil et il est suivi alors, et il est 1 heure du matin, par le méridien foie que vous allez voir ici, qui est un méridien yin, centripète, et qui monte le long de la face interne du membre inférieur pour se terminer au niveau du foie. Alors, je vais changer de schéma pour vous permettre de voir son cheminement. Voilà le méridien foie, je vous le fais, le voilà qui arrive de la face interne du membre de la jambe et qui monte de façon tout à fait régulière sans faire de courbe particulière pour se terminer au niveau du 14e point du méridien foie, juste au niveau de l'arc costal. Nous venons donc de décrire maintenant les 12 méridiens principaux dans lesquels circule cette énergie nourricière. Je vous ai dit tout à l'heure que comprendre la symptomatologie des patients correspondait de notre part, premièrement, à un interrogatoire extrêmement précis qui permet de repérer les symptomatologies yin et yang, un examen clinique particulier pour voir si derrière cette symptomatologie se cache ou ne se cache pas une affection grave qui n'est pas du domaine de l'acupuncture. Et à partir du moment où notre opinion est faite, il est appliqué, nous appliquons les différentes lois de l'acupuncture qui nous permettent de choisir des points, certains points plutôt que d'autres. Les lois de l'acupuncture sont de 2 ordres. Il y a une loi relativement simple qui s'appelle la loi de tonification et de dispersion, qui peut se traduire très brièvement de la façon suivante. Toute symptomatologie en excès doit être drainée et il faut faire en sorte que cet excès yang soit diminué. On fera alors des points de dispersion.
je vous dis au passage que chacun des méridiens comporte un certain nombre de points spécifiques et très précis qui sont des points de tonification, de dispersion et d'autres points encore que nous aurons l'occasion d'étudier. Ça, c'est une première loi, la loi simple. Mais la deuxième loi qui permet de bien mieux comprendre l'individu et d'avoir une vision globale de ce qui lui arrive s'appelle la loi des 5 éléments. Et la loi des 5 éléments est basée sur des constatations de médecine traditionnelle chinoise qui ont beaucoup appris aux Occidentaux. À savoir que aucun phénomène psychique, aucune perturbation ne peut exister sans avoir un retentissement sur des organes bien précis, et qu'à partir du moment où le diagnostic a été bien fait, une action par l'intermédiaire des méridiens sur l'organe correspondant permet d'améliorer de façon quelquefois spectaculaire des symptômes qui sont souvent très très loin de ce qu'on attend quand on étudie l'organe seulement en lui-même avec sa symptomologie habituelle et classique. Cette loi des 5 éléments peut s'expliquer de la façon suivante. Quand le foie et la vésicule biliaire sont en état de fonctionnement déficient, la personne est choléreuse, la personne a souvent des crampes et la personne a tendance à aimer de façon excessive les aliments acides. Quand le maître du cœur est considéré par les Chinois comme une sorte de protection du cœur qui empêche le cœur de subir immédiatement les assauts stressants de quelque origine qu'il soit. Quand le cœur et le maître du cœur sont en mauvais état de fonctionnement, la personne, le malade, a des troubles de vaisseau, présente une stimulation et une excitation exagérée, fait de l'hypertension et a un comportement qui est un comportement trop extériorisé. Faire donc des points sédatifs sur le cœur ou le maître du cœur a comme effet de permettre à la personne d'entrer dans une certaine joie de vivre, d'oublier son trac, de guérir de ses palpitations, de se sentir beaucoup plus à l'aise. Vous voyez 2 éléments de ces 5 éléments que nous allons continuer à décrire. Quand il y a une affection ou un problème au niveau de rate pancréas, qui est un des méridiens que je vous ai décrit tout à l'heure, et qui est ce fameux méridien qui chemine juste au-dessus de la saphène interne, quand il y a des troubles au niveau de la rate et du pancréas, il existe chez la personne des troubles circulatoires périphériques, des troubles gynécologiques dans le sens de règles inhabituelles, des troubles digestifs sous la forme d'un ballonnement, des aftes fréquents et habituellement un état de ruminement, un état obsessionnel assez particulier. 4e élément, quand il y a une atteinte, si légère soit-il, de poumon, du méridien poumon, eh bien, nous avons affaire à quelqu'un qui est relativement triste, qui fera souvent des troubles d'ordre otorino-laryngé et d'ordre pulmonaire, et dont surtout la peau s'abîme beaucoup plus vite et vieillit beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre. 5e élément, quand le rein est fragile, eh bien, la personnalité de ce malade est complètement bouleversée. Il s'agit d'une personne intériorisée qui a perdu sa volonté, qui refuse le contact avec l'extérieur, qui se déminéralise, dont les cheveux tombent et qui perd, si nous laissons persister cet état, il nous appartient d'agir, qui perd progressivement son énergie ancestrale parce que c'est par des points du méridien rein
qu'on appelle de l'énergie ancestrale pour qu'elle puisse vous redonner la vitalité dont vous avez besoin. L'application de ces deux lois, d'autres lois existent mais qui sont un tout petit peu complexes et que peut-être je ne rappellerai pas maintenant. L'application de ces deux lois permet de choisir d'une façon très classique, maintenant que l'acupuncture est très pratiquée en Occident, la série de points qui, appliqués de façon régulière par série de 3, 4 ou 5 séances, apporte une amélioration que bien des thérapeutiques d'autres natures ne pourraient pas apporter. Comment fait-on de l'acupuncture? Quels sont les instruments dont se sert l'acupuncteur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le matériel habituellement utilisé par l'acupuncteur est relativement simple. Il est indispensable d'avoir à sa disposition des aiguilles stériles jetables et je vous en montre une variété. Ces aiguilles stériles sont courtes, s'utilisent de la façon suivante. Je vais vous en sortir une. En voilà une. La partie active doit mesurer environ 1,5 cm. Elles sont vendues dans toutes les échoppes qui vendent des produits venant de Chine et elles sont présentées sous une forme extrêmement protégée. Je vous ai mis à côté du coton et de l'alcool puisque poncturer un endroit exige de votre part une désinfection, une asepsie standard. Ces aiguilles sont manipulées d'une certaine façon si l'effet qu'on veut obtenir est un effet de tonification, c'est-à-dire d'appel d'énergie, ou si c'est au contraire un effet de dispersion, à savoir ce qui veut dire repousser l'énergie pour qu'elle n'encombre pas la région malade. Alors, si on décide de faire une technique de tonification, eh bien, ceci est un plan cutané, on l'enfonce très peu profondément, voilà, et on soumet l'aiguille à une manœuvre de rotation alternative. Voilà, je suis en train de faire à cette petite chose une manœuvre de tonification. D'accord ? Voilà, et la tonification se fait sur chacun des points, pendant 1 minute 30 à 2 minutes environ, en passant d'un point à l'autre sur les points qui ont été choisis pour l'effet tonifiant qu'on veut en obtenir. Bien, si vous décidez de faire une manœuvre de dispersion, la technique est différente, l'aiguille est la même, vous enfoncez l'aiguille beaucoup plus profondément et vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus. L'action de cette aiguille va faire en sorte que l'énergie interne va petit à petit, comme si l'aiguille était une antenne, petit à petit, être aspiré vers l'extérieur et diminuer. Les résultats sont assez spectaculaires, par exemple, lorsqu'on vient de se faire une entorse en chutant d'un escalier, de se mettre quelques aiguilles, d'attendre quelques minutes et de se rendre compte qu'il n'y aura bientôt plus ni douleur, ni édème, ni réaction quelconque, tout simplement parce qu'on aura mis l'aiguille dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est une première chose. On peut être perfectionniste et vouloir apporter quelque chose de plus à ses patients, c'est-à-dire faire une tonification qui ne soit pas douloureuse et désagréable, puisque tourner l'aiguille comme ça est ressenti par certains patients comme bien déplaisant. C'est mettre sur cette aiguille une électroacupuncture, c'est-à-dire une stimulation électrique par des petits courants alternés, peu puissants, puisque cet appareil marche à pile, et la technique est la suivante, c'est qu'on approche un des pôles de l'aiguille et l'autre pôle touchera la peau, et vous avez comme ça une stimulation et vous maintenez pendant la durée que vous avez prévue avec une stimulation. L'appareil que je vous montre ne sert que à stimuler, donc une stimulation standard. Vous avez un effet tonifiant qui se fait dans de bonnes conditions et qui est ressenti comme moins désagréable. Donc, deuxième méthode. Troisième méthode de tonification, une méthode qui met en route des bâtons de moxibustion. Ce bâton est d'origine chinoise. Il contient de l'armoise chinoise, Artemisia sinensis, et en l'allumant, c'est une sorte de cigare qu'on allume, en l'allumant,
Premièrement, il dégage de la chaleur, bien sûr. Et deuxièmement, il dégage une certaine fumée qui est très riche en huiles essentielles vaporisées. Hein. Nous avons donc à ce moment-là, quand nous le présentons à une certaine distance à la région que nous voulons tonifier, à la fois une action de chaleur, donc une action tonifiante, qui est une action type appel d'énergie, et en même temps la pénétration, parce que les huiles essentielles pénètrent très bien à travers la peau, la pénétration des principes actifs de l'armoise, et ces principes actifs de l'armoise ont un effet tonifiant général, en même temps que dépuratif, ce qui ne peut être qu'utile. La technique exige de votre part environ 30 secondes pour chaque point, parce qu'au bout de ces 30 secondes, la chaleur devient relativement insupportable et pour nous, c'est le signe que l'action tonifiante que nous voulions obtenir a effectivement été obtenue. Voilà donc le matériel de l'acupuncteur. Il n'est pas contre-indiqué, ou au contraire, il est utile d'avoir chez soi un petit bonhomme porteur de points d'acupuncture. Ce petit bonhomme se vend aussi dans les boutiques spécialisées et est accompagné d'un livre dans lequel les points principaux sont repérés avec leurs indications principales. Donc il fait partie des objets qui m'entourent à ma consultation personnelle. Nous allons maintenant passer à la pratique et voir comment l'acupuncteur gère un certain nombre de situations pathologiques non organiques. L'acupuncture se fait de la façon suivante en pratique quotidienne. Ici, il s'agit d'un problème de dépression, et pour la dépression, nous avons un certain nombre de points intéressants et utiles. Le point le plus important est le 17e vaisseau conception, qui se trouve à égale distance des deux mamelons et sur la face antérieure du sternum, et que l'on pique avec une aiguille stérile après une désinfection préalable. Comme il s'agit d'une technique de tonification, à partir du moment où l'aiguille a été enfoncée, et aiguille enfoncée pas très profondément, on la manipule légèrement par des mouvements alternatifs de rotation, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Voilà, nous sommes en train d'agir sur un point qui s'appelle maintenant, parce qu'il a donné tellement de bons résultats, le point de la sérénité. Une fois ce traitement terminé, ce traitement n'est pas suffisant, on lui associe de façon habituelle des points sur le méridien maître du cœur, et un des points les plus utiles est le 3e point du méridien maître du cœur, qui se trouve juste en dedans du tendon du biceps, alors que je suis en train donc de piquer maintenant. Voilà, l'aiguille est en place, la manipulation peut se faire si elle est tombée. Surtout, on ne reprend pas la même aiguille, mais on en reprend une autre, et la notion d'aiguille stérile est fondamentale en acupuncture pratique. Voilà, donc je reprends ce point et je le manipule également en technique de rotation alternative. Cette rotation alternative se fait non pas en continu, mais de temps en temps on s'arrête et on regarde s'il y a ou s'il n'y a pas une réaction locale qui vous prouve que le message que vous avez énergétique que vous avez voulu envoyer a donné une réponse. Sur le 17e vaisseau conception, nous avons maintenant une aréole rouge autour de l'aiguille qui prouve que tout s'est bien passé. Donc j'enlève l'aiguille parce que nous allons passer à une autre pathologie, et nous allons soigner chez mademoiselle une constipation habituelle et qui ne correspond pas à des lésions anatomiques particulières, qui est une constipation considérée comme banale. Un des points les plus utilisés est le 11e point du méridien gros intestin. Ce 11e point du méridien gros intestin se trouve à la partie externe du pli de flexion du coude, quand le bras est présenté de cette façon-là. Voilà, je mets l'aiguille en place. Je n'ose pas lui faire trop mal puisqu'elle a accepté très gentiment la démonstration, donc je ne vais pas au bout de mon envie.
Voilà, l'aiguille est en place, elle est tombée, mais il faut donc la mettre un peu plus profondément et cette aiguille sera manipulée en tonification comme nous l'avons montré tout à l'heure. Il est bien entendu que le 11e gros intestin utilisé à droite doit également être utilisé à gauche et qu'à ce gros intestin s'ajoute très souvent, parce que l'expérience nous l'a montré, un point qui est un point de commande du fonctionnement du plexus solaire et qui se trouve à égale distance de l'ombilic et de la pointe de l'appendice xiphoïde, qui est ici le 12e vaisseau conception. Alors je fais le 12e vaisseau conception et ce 12e vaisseau conception doit également être manipulé en tonification. Alors je refais la manœuvre comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez le geste que je dois faire. Je ne le fais pas aussi longtemps qu'il le fait. Je ne vais pas guetter la plage érythémateuse parce que ceci est une démonstration. Et je retire l'aiguille qui a fait son travail au bout de 2 à 3 minutes quand nous faisons une tonification sans arrêt. Les séances d'acupuncture, de façon générale, durent 15 minutes. Elles doivent être répétées dans la plupart des pathologies courantes, environ une fois par semaine, et il faut prévoir pratiquement toujours de 4 à 5 séances pour obtenir une amélioration qui persiste. Le programme des points est variable avec la pathologie, bien sûr. Il s'appuie sur l'ensemble des faits que nous avons énoncés tout à l'heure et surtout sur quelque chose d'intéressant, c'est que chacun des méridiens est porteur comment pourrait-on dire, d'un profil fonctionnel. C'est-à-dire que chacun des méridiens, nous savons que les points de certains méridiens sont actifs dans certains domaines, les points d'autres méridiens dans d'autres domaines. Ceci s'apprend par raisonnement et s'apprend surtout par application de la loi des 5 saisons, des 5 éléments dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Donc cette jeune femme, pour sa constipation, reviendra me voir dans une semaine et rien ne m'empêche de lui donner, bien au contraire, des conseils hygiéno-diététiques, mais à partir du moment où nous utilisons l'acupuncture, il n'est pas tellement intéressant ni utile de mettre en route des médicaments. Il faut laisser à l'acupuncture sa chance complète d'avoir une action utile. Ceci étant fait, je vais vous montrer les points intéressant dans les problèmes d'insomnie. Il y a à la pointe de la malléole interne, à droite et à gauche, un point dont on croit savoir, parce que les recherches sont en cours, qu'il agit sur la substance réticulée et qu'il règle le sommeil, c'est-à-dire que son utilisation régulière en technique de dispersion fait que les gens dorment mieux et sans avoir besoin de prendre de somnifères. Voilà, donc ce point est là, je le prends. Alors l'aiguille doit être faite en dispersion, je dois donc l'enfoncer plus profondément que ce que j'ai fait et surtout ne pas la toucher. Nous avons en remontant le long de la face interne de la jambe, à partir de la malléole interne, nous tombons sur une sorte de fossette, une première fossette, et quand nous continuons à monter, nous tombons sur une deuxième fossette. C'est quelque chose d'universel et tout le monde a ça. Eh bien, quand la deuxième fossette s'appelle le méridien, le point s'appelle le point 6e rate. Ce point 6e rate est un des points importants de la circulation de retour. Voilà comment je le pique. On le pique habituellement en tonification, c'est-à-dire qu'il faut le manipuler. Et ce 6e rate a la particularité d'avoir à la fois une efficacité sur la circulation veineuse, une efficacité sur le fonctionnement du foie et une efficacité sur la qualité de la diurèse, c'est-à-dire augmenter la quantité d'urine habituelle. Pour la raison suivante que je vous montre ici, c'est que c'est un point carrefour par lequel obligatoirement passent les 3 méridiens
les 3 méridiens du membre inférieur in dont nous avons parlé tout à l'heure quand nous avons fait la description linéaire des méridiens. Bien, nous avons derrière le genou, à la partie moyenne du creux poplité, 2 points très importants qui sont le 40e point du méridien vessie. Ce 40e point du méridien vessie est ce que nous appelons en acupuncture un point universel, pour la raison suivante. Il draine vers le bas toutes les surcharges énergétiques qui se trouvent en amont. Quand on dit surcharge énergétique, il s'agit d'état yang. Par conséquent, avec ce d'état yang, donc d'état en excès, des douleurs, des crampes, des problèmes tendus, douloureux et aigus, par conséquent, j'obtiendrai avec ce point, si je le fais de façon régulière et suivant la technique dont nous venons de parler, à la fois une amélioration d'une crise hémorroïdaire aiguë. Ces 2 points étaient des points utilisés par un des médecins colonels qui m'a appris un petit peu l'acupuncture. Toutes les fois que dans son armée, des gens venaient pour des hémorroïdes aiguës et qu'ils voulaient se faire dispenser de service, il leur faisait ces 2 points et il était exceptionnel que les conscrits résistent à l'action drainante et à l'action soulageante de ces 2 points faits bien correctement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, toutes les douleurs du dos, à partir du moment du dos, des lombes, ou du sacrum, sont également drainés par ce point, qui doit être un point tonifié, nous l'avons bien dit, c'est-à-dire qu'il faut le manipuler de cette façon-là. On a le droit également, nous vous l'avions montré tout à l'heure, de mettre un bâton de moxibustion et d'envoyer sur ce point une quantité de chaleur avec ce cigare que j'avais en main et que je vais vous montrer sans l'allumer cette fois-ci, mais la source de chaleur a également un effet de tonification tout à fait intéressant dont il faut savoir se servir. Pourquoi ce point est-il aussi intéressant et actif? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de notre exposé, ce point est le point de réunion des branches internes et externes du méridien vessie. Par conséquent, il draine tout ce qui peut se passer sur ces points, là où ces points se trouvent. Ok? Donc nous avons à notre disposition un point fondamental. Par ailleurs, une des propriétés du méridien vessie, dans sa branche interne, c'est d'avoir une action directe sur les organes, suivant le niveau de ces points. Ce niveau de ces points correspond pour le médecin occidental à la sortie de nerfs intervertébraux. Eh bien, suivant l'endroit, ces points agiront sur la région cardiaque, sur la région pulmonaire, sur la région digestive, sur la région hépatique, sur la région vésicale, sur l'utérus, etc. Eh bien, si il y a chez madame un problème d'énergie déficiente et qu'on ait besoin de stimuler son rein, eh bien, il y a un point extrêmement important et utile qui est le 23e point du méridien vessie, qui se trouve au large de la 2e vertèbre lombaire. Alors, voilà comment on fait. Le rebord costal vous mène vers la 12e vertèbre dorsale, et puis on sent l'apophyse épineuse de la première lombaire et l'apophyse épineuse de la 2e lombaire, la voilà. Ce point, le 23e, est à 2 travers de doigts de la patiente et pas de moi, donc je fais, ces doigts étant un petit peu plus petits que les miens, voilà mon point. J'ai à droite et à gauche, je vais le repérer et mettre une aiguille dessus. J'ai à droite et à gauche le 23e rein que je pique, et ce 23e rein que je manipule en tonification va avoir comme propriété de stimuler le rein dans ses fonctions rénales, mais stimuler le rein, comme nous l'avons vu quand je vous ai parlé de la loi des 5 éléments, dans le tonus général, dans l'arrêt de la déminéralisation,
et peut-être l'arrêt de la chute des cheveux éventuelle si elle existe, et aussi dans le changement d'humeur, dans la mesure où le 23e rein, qui est vraiment central et important parce que juste en dessous, à part le rein que je vous ai montré, il y a la surrénale, ce 23e rein rend à la dame un tonus de vitalité qui est tout à fait intéressant et qui fait partie des techniques que nous utilisons dans notre, en plus de ce qui existe par ailleurs, dans les traitements de la sénescence. Voilà donc quelques exemples de ce que l'acupuncteur, sans connaissance fondamentale de l'acupuncture, peut offrir à ses patientes. Cette distribution énergétique, à partir du moment où notre esprit l'a acceptée, l'utilisation complémentaire de la loi des 5 éléments qui nous permet de mieux comprendre l'individu, font partie des grands progrès de la médecine actuelle et sont à l'origine de recherches qui se développent tant en Chine où elles ont toujours existé qu'en Occident où la plupart des facultés maintenant ouvrent leurs portes aux acupuncteurs et à ceux qui l'enseignent.